Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de nous promener ensemble pendant quelques minutes dans l'Est européen, loin des bombes évidemment, proche de la vérité, j'espère, parce que j'ai l'impression que nous sommes au milieu d'une machine à laver là qui tourne et les vêtements, c'est les fake news et la désinformation. Et à la fin, celui qui va être lessivé, c'est encore nous. J'ai l'impression que cette guerre d'Ukraine va être une très mauvaise affaire pour les peuples d'Europe et du monde. Pensez au prix du blé ou au prix de l'énergie. Alors je me demande à qui la guerre est faite, si elle est faite seulement aux Ukrainiens ou si c'est une espèce de grand théâtre et la véritable guerre est faite à nous. Bon. Au moins, il y a deux guerres, celle faite aux Ukrainiens et la guerre qui est faite au peuple. Parce que même nous, ici au Brésil, nous ressentons les impacts de cette guerre. Et je ne pense pas que M. Poutine ait déclaré la guerre à moi, ou à ma femme brésilienne, ou à mon concierge brésilien. Non. C'est nos gouvernements, nos États profonds qui profitent de la bêtise de Poutine. Il paraît qu'il a fait une bêtise, je pense qu'il a fait une bêtise. Et en tout cas, qui profitent de son agressivité, de son invasion de l'Ukraine pour nous mettre une raclée. Nous avons eu droit à 2 années de lynchage par nos gouvernements, pas par la Chine, pas par le virus. Nos gouvernements nous ont lynchés pendant 2 ans, ils se sont défoulés sur nous, et là, le lynchage continue maintenant au prétexte de Poutine. Bon. C'est ce qui se passe quand tu es gouverné par des nains, c'est qu'ils n'ont pas le courage de te dire je viens te casser la gueule. Ils te disent je te casse la gueule toujours au nom du grand méchant loup chinois slave. Demain, ce sera les Martiens. Peut-être que demain, il y aura peut-être que demain, Thomas Pesquet du haut de l'ISS va nous dire regardez, je vois un navire spatial et je pense qu'il y a tellement d'abrutis sur Terre qui sont capables de croire qu'il y a une invasion extraterrestre. Je vois très bien, mais très bien, le plateau de France TV, de BFM. Je vois même LCI. Je vois bien LCI. Je ne sais pas pourquoi là, entre mes yeux, LCI qui fait une espèce d'édition spéciale avec les ténors hommes et femmes de la rédaction pour nous expliquer qu'il faut voilà, donner notre foi ou notre rein au gouvernement pour former une espèce pour payer la rançon, le tribut demandé par les extraterrestres. Bon, ils sont vraiment capables de ça. Je ne cite pas les noms, mais je vois très bien des gens là sur France 5 par exemple, en fin d'après-midi, capables de vous moraliser pour vous dire mais quand même, vous êtes des fascistes, vous ne voulez pas sauver la planète. Je vois très bien Greta s'offrir comme donzelle venue apaiser la colère des dieux extraterrestres. Si j'étais à la place de ces dieux-là, je n'accepterais pas Greta comme offrande. Mais bon, allez, cessons le délire, revenons au monde ukrainien. Première chose, 2 millions de réfugiés, ce sont des faits, me semble-t-il. 2 millions de réfugiés, c'est un acte historique, c'est énorme. Tu ne quittes pas, 2 millions de personnes ne quittent pas un pays comme ça inaperçu. Surtout pas aux Russes, qui ne sont pas l'armée du Tigré en Éthiopie, quoi. Donc pourquoi ils ne harcèlent pas ces convois de réfugiés? Une ligne de train, il n'y a pas plus vulnérable qu'une ligne de train. C'est long et c'est difficile à protéger. Et le train et la locomotive, c'est chaud. Donc tu le vois la nuit, le jour, avec les trucs infrarouges. Tu vois, même moi qui suis myope, j'arriverai à voir un train et je ne le raterai pas. Donc, pourquoi les Russes, ils laissent partir les gens? Est-ce que c'est une stratégie pour embêter les Européens, les noyer sous les réfugiés? Est-ce que c'est les Ukrainiens, le gouvernement, l'état profond des Ukrainiens? Il n'y a pas de saint chez autour de Zelensky, hein, je vous rassure, qui font partir les gens pour, je sais pas, pour obtenir l'aide internationale, pour mettre la pression sur les Français, les Européens. Je sais pas. Je trouve que quand même, 2 millions de réfugiés, ça passe pas inaperçu. Ça peut être harcelé. Les Russes ne les harcèlent pas. Alors qu'on nous dit les Russes, c'est Attila, le méchant Poutine. Bon. Deuxième chose, pourquoi tu pars? Tu pars quand tu as très peur. Les Russes, c'est pas Daesh, c'est pas Al-Qaïda. Tu me dis les Yazidis de Syrie ont quitté en masse, tous, leur terroir, leur montagne, ou je sais pas comment ils habitent, de peur de Daesh, je te dis oui. Les Daesh, ce sont des sauvages. Tu me dis les gens se jettent sur les avions à Kaboul pour aller monter dans les jupes des Américains, s'accrocher à la robe des Américains. Je dis oui, les talibans, ce sont des sauvages. Tu me dis, les chrétiens d'Orient ont déserté leur région au nord de l'Irak, au nord de la Syrie. Je te dis bien sûr, Al-Qaïda, ce sont des barbares, des sauvages, de la pire espèce. D'accord? Euh, mais là, les Russes, ne sont pas, ce ne sont pas des sauvages. J'ai pas vu de pogrom, enfin pas de pogrom. Tu me diras, l'Ukraine, c'est un pays de pogrom. J'ai pas vu de massacre, j'ai pas vu d'exaction.
Si on a eu, on nous aurait montré, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas les vidéos, enfin, cette guerre a lieu sur TikTok et sur Snapchat aussi. On aurait vu. Qu'est-ce qui fait peur à cette population? Parce qu'elle a peur certainement de partir. Enfin, moi, je ne quitterai pas ma maison si j'ai pas peur. Si tu quittes chez toi, c'est que tu as peur. Qui leur fait peur? Je pense pas que ce soit les Russes. Enfin, bon, je n'ai pas de certitude, mais je ne vois pas. Il y a les bombes et tout, mais d'accord, mais c'est important. Mais je ne vois pas, enfin, l'ampleur de ce qui nous est des combats qui nous sont rapportés ne justifie pas 2 millions de départs. Bon. Le point suivant, qui va peut-être contredire ce que je viens de dire, ce sont les femmes et les enfants qui partent. Alors ça nous change des réfugiés syriens, irakiens, soudanais, pakistanais, où c'est les garçons qui partent. Tu as 1 million de gamins entre 15 et 25 ans. Et les femmes et les enfants sont restés derrière. Là, avec les Ukrainiens, c'est plus sérieux, tu as l'impression que fait partir les femmes et les enfants. Donc, ça contredit un peu ce que je viens de dire. Je ne dis pas qu'il y a une grande manipulation, que les Ukrainiens veulent nous enfumer. Mais quel est leur motif psychologique peut-être? Est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, parce que les Russes sont leurs frères. Tu vois, je ne comprends pas. Bon, je peux me tromper. C'est peut-être les secrets de la psychologie ou peut-être une perception, une émotion que je n'ai pas sentie. Je ne remets pas en cause le départ des réfugiés, je dis, cette ampleur-là, ça veut dire que les mecs, ils ont la trouille de leur vie. Quel est le motif visuel? Qu'est-ce qui leur a fait peur à ce point-là? Maintenant, ils font, comme j'ai dit, ils font partir les enfants et les femmes. C'est une preuve de sérieux, parce que tu fais pas... bon, les faibles, ils ne peuvent pas se défendre, donc les enfants ne peuvent pas se défendre, on les fait partir. Les femmes ne sont pas faibles, les femmes garantissent la reproduction. Donc tu joues le long terme. On peut interpréter ça comme ça. Les Ukrainiens jouent le long terme. Ils sauvent la race au sens biologique, ils sauvent le peuple, ils l'expédient loin des combats et les hommes restent pour faire le combat. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis toujours méfié, moi, des vagues migratoires pakistanaises, irakiennes, syriennes. Madame Merkel, j'ai eu très humblement plus de lucidité que Madame Merkel. Quand tu vois arriver 1 million de garçons, tu te dis que ça s'appelle une invasion, normalement. Tu vois arriver 1 million sur 2 millions, je crois, il y a 2 millions d'Ukrainiens, il y a 1 million peut-être de femmes et d'enfants, voire plus. Là, tu te dis, ok, on est dans de l'humanitaire. Bon, donc c'est une observation. Je n'ai rien de conclusif aujourd'hui, parce que je ne suis pas sur le terrain et je ne suis pas BHL. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas Eindhoven ou Cohn-Bendit ou Glucksmann ou Léa Salamé. Moi, je n'ai pas des visions quand je dors. Hein. Je ne parle pas avec Simone de Beauvoir, moi, quand j'hallucine. D'accord? Donc, quand je prends mon café, malheureusement, sous la douche, je n'ai pas une conversation intime avec Albert Camus ou avec Jean-Paul Sartre. Voilà. Je ne suis qu'un simple mortel. Bon. Donc, troisième point, on nous dit les Ukrainiens résistent. Donc, les Russes vont lentement, plus lentement que prévu. Très bien. Où sont les images de la résistance ukrainienne? Avez-vous vu des embuscades? Je vous dis, cette guerre se fait sur Snapchat et sur TikTok. Daesh nous a donné des vidéos de tanks irakiens qui explosaient, de tanks américains ou de jeeps américaines, Al-Qaïda, de jeeps américaines qui marchaient sur les dispositifs improvisés qui explosaient dans l'air. Pourquoi on ne voit pas des tanks russes qui explosent sur des mines ou sur pourquoi on ne voit pas des troupes russes prises en embuscade, piégées dans une embuscade par l'armée ukrainienne? Bah c'est le b.a-ba de la guerre. Tu montres que tu es là, que tu résistes. Là, on nous dit les Ukrainiens résistent, mais les Ukrainiens, les gars, vous êtes tellement bons en communication. Où sont montrez-nous ce que vous faites. Vous trouvez pas? Enfin, c'est quand même Sinon, quand tu ne me donnes pas les images, on commence à croire à des théories, enfin, pas de la conspiration, on commence à poser des questions. On peut se dire que les Russes vont lentement, volontairement, pour augmenter le flux de réfugiés, pour noyer l'Occident. C'est une théorie qui se tient. Là, oui. Peut-être qu'ils vont, je sais pas moi, qu'ils vont lentement pour... ils jouent peut-être le pourrissement de la situation, pour une raison X ou Y. Mais si les Russes vont lentement à cause de la résistance, montrez-nous les images de la résistance. Ce n'est pas les Russes qui vont nous montrer les images de leurs soldats amputés par une mine, évidemment. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne travaillent pas chez France Télévisions, chez France 24. Ils ne sont pas anti-russes. Parce que si les Russes avaient confié leur communication de guerre à... Enfin, si Zelensky, si les Ukrainiens avaient l'audiovisuel français, ils avaient France Télévisions comme audiovisuel, et Radio France,
Il y a longtemps que nous serions les amis des Russes, parce que nous, on aurait craché sur nous-mêmes. On aurait dit, ah, t'as vu, ce train est rempli de bouffe, des pauvres beaufs français. En plus, ils sont blancs, qui fuient leur pays. Ils vont aller chialer, pleurnicher chez les voisins polonais, ou je sais pas quoi, nous on s'enfuirait en Belgique. C'est ce que dirait France Télévisions, hein. Et il dirait, oui, de toute façon, cet exode rappelle l'exode je sais pas moi, des Bantous lors de l'invasion par Gallieni en 1890. On est capable de ça. Donc, grâce à Dieu, les Ukrainiens n'ont pas confié leur audiovisuel aux journalistes français. Très bien. J'espère qu'il n'y aura jamais Sciences Po et l'école de journalisme de Lille, je crois qu'elle est à Lille, à Kiev, sinon ce pays cuit. Parce qu'en plus des Russes comme ennemis, il aura des ennemis à l'intérieur qui vont lui couper la tête. Bon. Donc, la résistance ukrainienne, fantôme, donc on se pose des questions. Quatrième point, on nous dit les Polonais, les Ukrainiens, amis, bon. Parce que vous voyez, depuis le début, on nous donne le méchant et le gentil. On dit le méchant a détesté, c'est Poutine, Bin Laden slave, et on nous dit le gentil à adorer, c'est Zelensky, alias Macron, le Macron ukrainien. Bon, d'accord, pourquoi pas, mais j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ça va me revenir, c'est Zelensky, Macron, là, je me rappelle de Zelensky qui jouait le piano avec son organe, et je me suis dit, est-ce que Macron va nous faire ça d'ici l'élection, parce qu'il ne veut pas de débat. D'ici le premier tour, peut-être qu'il voudra un show, une performance musicale. Peut-être qu'il va nous faire un Eurovision à lui tout seul. Bon. Avec ses amis des îles. Bon, allez, cessons ce délire et essayons de retrouver le fil de la conversation que j'ai déjà perdu. Mais on va s'en rappeler. Oui, ça m'est revenu. On nous dit les Ukrainiens, les Polonais, amis. Bon, j'ai regardé un peu l'histoire, comme tout le monde, hein. J'ai vu que effectivement l'Ukraine et la Pologne ont formé un pays commun, du temps où les Polonais et les Lituaniens étaient les impérialistes de la région. Les Polonais et les Lituaniens cherchant des débouchés à leur commerce de la Baltique, des débouchés dans la mer Noire, qui ouvre toujours, c'est pas un imparfait, qui ouvre toujours vers la Perse et vers la Turquie, et bien sûr vers la Méditerranée. Donc il y a une partie de l'Ukraine, l'Ouest, qui a été largement dominée, soit dominée directement, soit comme vassal de la Pologne. Très bien. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une histoire récente très très douloureuse entre la Pologne, les Ukrainiens, les Allemands. Bon. La ville de Lviv, qui est sur toutes les lèvres, qui est apparemment un terminal ferroviaire, qui est en Ukraine, terminal ferroviaire où passent les réfugiés en route vers l'Ukraine, c'était une ville polonaise qu'on a retirée à la Pologne, que les Ukrainiens ont retirée à la Pologne. La ville s'appelait Lvov. Je crois Lvov vient de Lève, le Léon. Bon, je ne suis pas un spécialiste des affaires slaves, je ne suis pas chroniqueur sur France 5, donc moi je ne suis pas spécialiste de tout, voilà, malheureusement. Donc ça s'appelle Lvov, la population était polonaise. Puis il y a eu, au cours du 19e siècle, il y a eu des invasions, l'Autriche a pris la ville, elle l'appelait Lemberg, l'Autriche-Hongrie. Puis après, ça est redevenu polonais, puis après, c'est devenu nazi, les Allemands, c'est devenu russe, de 39 à 41, Barbarossa, si ma mémoire est bonne, puis c'est devenu nazi, parce que les nazis ont conquis l'Ukraine, les Ukrainiens ont collaboré avec les nazis, les Ukrainiens de l'époque ont collaboré avec les nazis. Un certain Stefan Bandera, qui est une grande figure du nationalisme ukrainien de l'époque, était nazi. Mais réellement nazi, c'est-à-dire qu'il a commis des pogroms, des pogroms de plusieurs milliers de juifs, de polonais et d'ukrainiens non nazis. D'ailleurs, ce parti-là de l'Europe, comme disait un monsieur que j'aime beaucoup, Yitzhak Rabin, un grand monsieur qui était tué par un extrémiste juif, comme disait Rabin, il parlait de la Pologne, mais je pense que à l'Ukraine, ça s'applique. Cette région, dans cette région, on apprend l'antisémitisme en tétant le sein maternel. C'est-à-dire que c'est une région d'antisémitisme, mais massif. C'est une région juive, il y a beaucoup de judaïsme là, yiddish, enfin une grande tradition juive, mais quelle région de pogrom, alors que ce soit sous la domination russe, polonaise, autrichienne, je ne sais pas, mais je pense que ça devait être le cas. C'est une région très, très lourde, enfin il y a une ambiance très lourde là-dedans, de ce côté-là. Donc à Lvov, il y avait un fonds de population, mais je dis 30-40%,
polonais, il y avait les juifs, peut-être 30%, c'est énorme, et le reste, c'était quelques Ukrainiens, je sais pas moi, des Autrichiens, un peu de Hongrois et des choses comme ça. C'était la fameuse diversité comme il y en avait dans l'Europe avant que les Français, enfin la République française, la gauche, ne vienne raconter aux gens le principe des nationalités. Et là, ça a pété, on a démantelé les empires et on a fait des pays ethniquement autonomes. Et puis, quelques années plus tard, les Français, la République, la gauche française, a dit je ne veux plus d'un pays ethniquement autonome, la France, je veux un empire français. Et donc, elle a fait la diversité en France. C'est-à-dire qu'on a cassé la diversité d'Europe de l'Est, on y a contribué, on a convaincu les gens qu'il fallait vivre entre eux, les Tchèques entre eux, les Slovaques entre eux, les Hongrois entre eux, tout ça. Et nous, depuis 40 ans, on crée un empire de briques et de broc en France. Mais bon, ça c'est une digression. Donc à Lvov, il y a eu une épuration ethnique qui fait que les Polonais sont partis. Il n'y a plus de Polonais, il n'y a plus de Juifs, mais par milliers les Juifs ont été enfin c'est terrible. Hein. Ce qu'ont fait les Ukrainiens ou une partie des Ukrainiens, les nationalistes ukrainiens, les nationalistes nazis, avec la Gestapo et l'armée de terre allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est du... enfin, il n'y a que les Croates qui ont fait pareil, enfin, ou de ce niveau-là. Bon. Bon, donc ça c'est... et depuis, après il y a eu la chute du nazisme, l'Union soviétique a pris cette région, et Lvov est redevenu Lviv. Donc moi, je ne sais pas, je ne crois pas beaucoup dans la repentance, ni dans la culpabilité transmissible, héréditaire. Donc si les Ukrainiens ont fait des bêtises dans les années 40, je ne leur en tiendrai pas rigueur aujourd'hui. D'accord? Là, dans le code pénal, dans les droits de l'homme, et moi je suis un humaniste qui suit les droits de l'homme, les véritables droits de l'homme, pas les droits de l'homme version Madame Schiappa, ou Madame Rousseau, ou Madame Hidalgo, ou Monsieur Badinter. Je dis Badinter parce que la peine de mort, c'est les droits de l'homme. La peine de mort, la punition est un droit de l'homme. Une société a le droit de punir. Elle a le droit de punir, quitte à faire la peine de mort. Les droits de l'homme, c'est pas de torture, pas de torture psychologique, pas de torture physique. Les droits de l'homme, c'est l'absence du confinement. Les droits de l'homme, c'est le respect du code de Nuremberg sur les vaccins. Les droits de l'homme, c'est la bioéthique, tout ce qu'on a mis aux toilettes là depuis 2 ans. D'accord? Mais bon, revenons à Lviv. Donc, quand tu as ce traumatisme-là, toi tu es polonais, bah, normalement, tu n'as pas une grande sympathie pour les Ukrainiens. Je parle de l'être collectif, le peuple polonais. Et là, on voit que tout se passe très bien. Bon, est-ce que les Polonais ont tourné la page? Si oui, chapeau. Vraiment, un peuple d'élite. Sinon, ok, quelqu'un est en train de nous enfumer. Ou peut-être que c'est l'émotion du moment. Voilà, voilà. Bon, autre point sur les réfugiés, enfin oui, je voulais en parler tout à l'heure, sur ces réfugiés-là, c'est, vous voyez le peuple ukrainien, il est beau ce peuple. Il est beau ce peuple. Et je compare à nos réfugiés à nous qu'on vous envoie depuis le Maghreb, enfin nos réfugiés, nos envahisseurs. Et tu vois que nous n'avons pas... Enfin, je vais énerver quelques-uns et je vais être très franco, mais nous avons des problèmes de dentition. Comme on dit en arabe marocain, Allah yarham dafna, parce que nous sommes pauvres. Nous envoyons nous avons des problèmes de dentition, nous avons des problèmes de peau, nous avons des problèmes de de nutrition. Et tu vois, ces Polonais, ces Ukrainiens, ils sont magnifiques. Je ne parle pas de beauté physique, mais je parle de... Ils sont en bonne santé. C'est la preuve qu'ils sont bien gouvernés, et pas depuis aujourd'hui, depuis toujours. Depuis très longtemps. Parce que le bon gouvernement, ça se voit sur toi. Mais tu mets du temps. Tu mets du temps à t'améliorer physiquement. Il paraît que les Espagnols ont gagné 20 centimètres au XXe siècle. 20 centimètres. Parce que, à un moment, il y a eu, je ne vais pas faire de politique maintenant, mais il y a eu Franco, puis il y a eu la croissance économique des années 70-80, avec les socialistes et tout ça. Je ne sais pas qui a fait grandir le peuple espagnol, si c'est Franco, si ce sont les socialistes, peu importe, on s'en fout. L'Espagne bien gouvernée, elle a eu la prospérité et les gens, ce sont comme des fleurs. Moi, je vois les Ukrainiens et les Ukrainiennes, je vois des fleurs, enfin, surtout chez les femmes, mais bon, chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Ce choc-là, tu le ressens quand tu passes une frontière, genre Ceuta, Tétouan, quand tu vas au Tarifa, Tanger. Pour ceux qui connaissent, quand tu passes de l'Espagne au Maroc, tu as un choc. C'est le choc, il n'est pas racial, c'est le choc du développement humain, dans le vrai sens du terme.
Tu vois qu'au Maroc, il y a des siècles de mauvaise gouvernance qui font que notre humanité, notre biologie s'est dégradée. Nous sommes mal physiquement. Je dis pas de beauté, il y a de très belles Marocaines, très beaux Marocains, c'est pas le sujet. Mais je vous prenez la masse. Parce que la vie, on vit dans des masses. On regarde la moyenne. Tu vois l'espagnol, quand tu arrives à Ceuta, à Tarifa, tu dis, mais je suis sur notre planète. Pourtant, nous sommes génétiquement les mêmes. Enfin, les Espagnols, enfin, plusieurs millions d'Espagnols sont des Arabes qui s'ignorent. Voilà. Vous savez que même au Pays Basque, les Basques qui parlent le basque, qui sont intolérants avec les Castillans, qui snobent les Catalans, parmi les Basques, il y a des Arabes. Parce que les Espagnols ont déporté au XVIIe siècle des milliers d'Andalous arabes, moriscos. On les a déportés vers le Pays Basque. La plupart a été expulsée vers le Maroc, voilà, l'Algérie, l'Égypte, tout ça. D'autres sont partis aux Amériques, ça a donné la conquête des Amériques, notamment. Et d'autres sont partis, on les a déportés au Pays Basque ou en Castille, mais surtout au Pays Basque. Et vous voyez des gens qui ont le type arabe et qui sont basques. Vous voyez le nationaliste basque insupportable. Insupportable. Qui ne parle que le basque, toi tu es là et lui il parle à son pote en basque, enfin, ce truc de insupportable. Voilà. Et pourtant, l'ADN, donc c'est pas une question d'ADN, ce que je suis en train de vous décrire là. C'est une question de la mauvaise gouvernance est un drame. L'échec d'une civilisation est un drame. Et ça se voit dans nos corps. Je ne sais pas si vous percevez ça. Là, je parle de sensibilité, donc je ne veux pas vous convaincre. Je vous dis juste comment je vois les choses. Voilà. Alors maintenant, les réactions internationales, enfin les Américains ont pété un câble. Là, vous voyez Biden qui vous dit boycotter le pétrole russe. Mais bon, qu'est-ce qu'ils consomment à la Maison-Blanche? Quelle est cette substance? Mais ils sont malades, les mecs. Tu peux pas te couper. D'abord, attends. Seuls les Arabes, quand ils étaient des hommes, en 73, 78, avec le grand roi d'Arabie Saoudite, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'était le roi. D'ailleurs, il a été tué par un Saoudien. C'est un hasard, peut-être, un hasard fâcheux. King Faisal, je crois. Un grand monsieur. Un vrai wahhabite. Hein. C'est pas un gentil laïque. C'est pas un gentil séculaire. Mais c'est un grand monsieur. C'est un grand arabe du désert. C'est penser Omar Sharif dans Laurence d'Arabie. C'est ce genre-là de noble. Ce n'est pas une noblesse qui nous plaît beaucoup, nous occidentaux. Mais le monde ne se résume pas à l'Occident d'abord. Et puis l'aristocratie, elle n'est pas seulement blanche ou catholique. Donc ce mec, lui, c'est lui qui avait monté l'OPEP avec son ministre, dont j'ai oublié le nom, très connu ministre des Affaires des hydrocarbures saoudiens. Grand monsieur aussi. Ce n'était pas des gentils. Donc ça, quand ils ont fait le premier choc pétrolier, le deuxième choc, contre les histoires d'Israël-Palestine, là, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça. Sauf que c'est Biden qui nous fait, le père Biden. Le père Biden qui nous fait son choc pétrolier. 2 ans après la pandémie. Merci la thérapie de choc. Hein, heureusement qu'il fait de la politique, qu'il n'est pas médecin, sinon il aurait tué tous ces malades, lui. Hein. Bon, donc là, c'est le délire total. Les Américains qui vont aller discuter avec le pestiféré Maduro, qui est l'allié des Russes, pour lui dire oublie les sanctions, je te prends ton pétrole. Délire total. Sachant que il y a les élections en Colombie, là, dans pas longtemps, en novembre. La droite va perdre parce que la droite colombienne, elle s'est républicanisée, c'est-à-dire qu'elle copie. Enfin, on a l'impression qu'elle a fait un jumelage avec Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Christian Jacob, c'est-à-dire qu'elle va perdre des élections bêtement. Le peuple colombien est de droite pour plusieurs raisons, mais il va voter à gauche pour la première fois de sa vie en 70 ans. Voilà. Et la gauche colombienne est financée en partie par les pétrodollars du Venezuela. Le Venezuela étant aux abois à cause des sanctions américaines, il ne pouvait pas vraiment, trop financer. Là, avec le pognon qui va arriver, avec les achats américains, mais la gauche colombienne, elle sera bientôt plus riche que les cartels de la cocaïne. Et là, les Américains vont perdre un allié fondamental. La Colombie, ce n'est pas un petit pays. C'est l'accès au Pacifique, l'accès à l'Atlantique. C'est des ressources énormes. C'est la deuxième biodiversité au monde. En plus, c'est un pays superbe. Vraiment, enterrez-moi. Si un malheur m'arrive, enterrez-moi d'abord en Colombie. Je vous passerai une adresse dans la vallée du Cocora,
oui, ou dans un endroit, voilà, non, non, ne vous trompez pas. Enterrez-moi près d'une ville qui s'appelle l'Éden. Éden, ça ne s'invente pas. C'est le paradis. Et c'est le paradis, l'Éden. Sinon, si vous n'arrivez pas à m'enterrer en Colombie, vous m'enterrez à Séville. Voilà. Dans la seule ville arabe qui mérite d'être visitée sans être embêté. C'est-à-dire, enfin, comme je l'ai dit quelque part dans une des vidéos récemment, le monde arabe qui a réussi, c'est l'Andalousie. Le monde arabe qui en vaut la peine, c'est l'Andalousie. D'autres Grenade, Cordoue et Séville. Allez, refermons cette digression. Donc, les Américains nous font un choc pétrolier, chapeau l'artiste. Les Européens, les rois des abrutis, ils leur prêtent oreille. Sachant qu'on n'a pas de pétrole en Europe, d'accord? Juste pour information de monsieur Attal, et de monsieur Castex, et de monsieur Sanchez espagnol, et de monsieur Scholz l'allemand, et de madame Lagarde de la BCE, il n'y a pas de pétrole en Europe. Nous avions des idées à l'époque, ça nous suffisait. Maintenant, nous n'avons ni pétrole, ni idées, parce que une génération fléau, dont vous faites partie, malheureusement, mesdames et messieurs, parce que le fléau se conjugue aussi au féminin, grâce à vous, cette génération fléau nous a éradiqué les idées, nous a privés d'idées. Donc on est devenus des suicidaires. Donc qu'est-ce qu'on fait sans pétrole russe? Bon, ça m'amène à une question que je me pose, c'est à qui on fait la guerre finalement? Est-ce que la seule guerre qui a eu lieu en ce moment, c'est la guerre entre les Russes et les Ukrainiens? Ou est-ce qu'il y a une guerre contre les peuples menée par nos propres chefs? Parce que le choc pétrolier qui est en train d'avoir lieu déjà, c'est un choc des prix. C'est le prix de l'énergie, c'est-à-dire le chauffage, la clim, c'est le prix du pain, parce que le pain, il est transporté, c'est le prix de tout. Tout va prendre, on va tous prendre cher. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette punition? On sort de 2 ans de Covid où nous avons été violés nasalement tous les jours, grâce à M. Castex et M. Véran, et au conseil dit scientifique. Vous avez vu que le conseil dit de défense, parce que le conseil de défense en France, le conseil de défense s'occupe de la santé. Après, on dit que le Maroc est un état policier et que la Guinée est un état bananier. Non, je suis désolé, les bananes poussent maintenant au faubourg Saint-Honoré. Bon, le Conseil de défense se réunit aussi pour l'Ukraine. C'est les mêmes qui ont fait la politique Covid qui nous a massacrés. Les mêmes se réunissent aujourd'hui pour l'Ukraine. C'est quand même le casting quand même est très saisissant. Donc après 2 ans, on vous a obéi les gars pendant 2 ans. On a fait tout ce que vous voulez. Et là, vous nous remettez cette punition du choc pétrolier. Mais c'est quoi? Mais vous êtes notre ennemi, en fait. La guerre, c'est vous. Enfin, l'ennemi, c'est pas Poutine, c'est vous. Notre grande faute, notre seule faute, a été de vous obéir. Parce que si on vous avait arrêté au bout de 3 mois de Covid, au début, moi aussi, j'ai eu peur. Enfin, j'étais sidéré. Et puis, on n'a jamais vu ça. Mais au bout de 3 mois, on a compris le cirque. Si au bout de 3 mois, on vous avait arrêté, on n'aurait pas eu ça. On n'aurait pas eu 2 ans de bêtises. On n'aurait pas eu le choc pétrolier. Parce que, comme on dit en arabe marocain, ça veut dire vous allez nous mettre dans votre calcul, vous allez compter avec nous. Très belle expression en arabe marocain. Ben là, nous ne faisons pas partie de l'équation. Comme on disait quand j'étais au primaire, nous sommes le reste de l'équation. Parlons de reste de l'équation, quand j'étais gamin, mon père me faisait faire des divisions. Et un jour, un samedi matin, il m'a dit, écoute, voilà, il m'a emmené à son bureau, mon père travaillait tout le temps, il était profession libérale, il m'emmène dans son bureau, et il me dit, écoute, je vais à l'état-major de l'armée au Maroc, à Rabat, je vois un copain, un colonel, on a une réunion. Et mon père était consultant, donc je pense qu'il allait faire une réunion chez les militaires pour une consultation X ou Y, ou prendre un café tout simplement, je ne sais pas. Et son bureau était à 300 mètres de l'état-major. Il m'a dit, voilà, il m'a mis une belle division, 3 milliards de nombres, il me dit, tu fais ça. Et tu auras une glace à la fin, si tu veux. Il part une demi-heure ou 1 heure, il revient, et moi j'étais en train de suer, j'étais en panique, j'ai paniqué, je sais pas. Il m'a regardé avec une telle déception que j'ai senti, j'avais là 10 ans, j'ai senti que j'avais raté ma vie sur une division. Et j'ai pas eu ma glace. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais envie de vous le dire. Parce que j'avais envie de vous le dire. Nous ne sommes plus enfin, c'est nous le reste de la division. Nous sommes le reste de la division. Ces gens-là se foutent complètement d'autre gueule. Ils vont nous affamer. Alors pourquoi ils nous affament? Pour 2 raisons.
Parce que nous votons pour ceux qui nous violent. Vous avez vu, 30% ou 35% des Français veulent remettre du Macron. C'est le syndrome de Stockholm, pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire le syndrome de la femme violée. Mais j'ai trop de respect pour les femmes pour assumer ce propos. C'est du n'importe quoi. Mais c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que plus tu nous... C'est ce que j'appelle la gouvernance de la maltraitance, qui a son corollaire qui s'appelle le capitalisme de la maltraitance, c'est-à-dire qu'on te traite comme de la merde. Pense à une compagnie low cost. Plus on te traite comme de la merde, plus tu en redemandes. Puisque c'est pas cher. Pense à la RATP ou à la SNCF. On te traite comme de la merde. Et tu en redemandes. Tu penses à Nike, qui te traite de fasciste, de raciste, Tu penses à Coca, qui te dit il y a trop de blancs. Le monde est trop blanc. Coca te traite comme de la merde. Et ben, tu continues à boire du Coca. Je viens d'acheter du Coca. J'achète du Coca régulièrement et je me dis je ne dois pas acheter du Coca. Depuis qu'ils ont fait la campagne publicitaire Be Less White, soyez moins blanc. Nous achetons du L'Oréal, alors que L'Oréal refuse d'utiliser le mot blanc. Voilà. Bon. Donc nous sommes comme ça. Nous en redemandons. Et pourquoi ils veulent nous affamer? Pourquoi ils nous font mal? Eh bien, c'est peut-être pour faire passer autre chose. Parce que quand tu affames les gens, la priorité devient la bouffe. Payer le loyer, payer les traites. Ce n'est plus le contrat social, ce n'est plus les retraites, ce n'est plus la sécurité sociale, ce n'est même plus l'immigration. Les gens gobent tout. Quand tu as faim ou tu as peur d'avoir faim, eh bien tu baisses le froc. Donc c'est une explication parmi d'autres. Peut-être qu'ils veulent nous affamer pour, je sais pas, pour nous dire qu'ils vont prendre notre pognon à la banque parce que le système bancaire est en panne. C'est peut-être la phase 2 du Great Reset. La phase 1 a été la pandémie. La phase 2, c'est la guerre d'Ukraine. Et là, ils vont te dire, écoute, à cause de Poutine, Swift est tombé, le système Swift, alors c'est crypto-monnaie. J'en sais rien. Je regarde. Là, ce n'est pas de la conspiration, ce sont des faits. Le Great Reset est annoncé par eux et l'inflation et le choc pétrolier est un fait. Et les votes Macron sont un fait. Enfin, les intentions de vote sont un fait. J'ai tous mes potes votent Macron, enfin la moitié. Mais votent Macron tranquille. Ils ne se cachent même pas pour voter Macron. Alors que nous nous cachons pour voter Zemmour. Enfin, on ne se cache plus, mais bon. On perd nos emplois et on perd nos chances d'avoir une vie facile. Certains prennent l'autoroute, nous on a pris la départementale. Hein. C'est juste pour info, hein. Quand tu te déclares pro-Zemmour, tu prends une départementale sans signalétique et défoncée. C'est ça ta vie après. Bon. Dieu reconnaîtra les siens. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Juste un dernier point, ces apprentis sorciers là qui nous servent de chefs, ils vont provoquer des printemps arabes et des printemps africains à l'appel. Parce que tu peux affamer les Français. Le Français n'a pas connu la faim, il connaît pas. Pour le Français, la faim c'est une question, c'est une sensation oubliée. Et puis il est encore naïf. Il va chercher, il va regarder vers Gabriel Attal et dire sauvez-moi, monsieur le ministre. Et Gabriel Attal va lui dire, il va passer la main sur la tête, lui dit en toute responsabilité, virgule, je veux te sauver. Signe en bas, je vais te donner de l'argent. Je vais te faire les 100 € du chèque énergie là. Mais signe en bas, je renonce à l'égalité, je renonce à la laïcité, je renonce à l'école pour tous, je renonce à la souveraineté, je renonce aux frontières. Bon, c'est déjà fait, tu me diras. Je renonce, je sais pas, on fait la dette européenne. Signe en bas que tu auras un ministère des Finances européen. Signe en bas qu'il n'y aura plus d'armée française, il y aura une défense européenne. Signe en bas que le bouton nucléaire, on va le partager à 27. Signe en bas. C'est ça l'enjeu. Mais chez nous, les Africains, les Arabes, il n'y a pas d'enjeu. Nous avons déjà nous sommes la peau sur les zones. Nous, on n'a rien à donner. Nous, on va se rebeller. Tu ne peux pas négocier avec nous. Nous faire du chantage, parce que ce n'est pas une négociation. Ce que fait Attal, Castex, Véran, Macron, Biden, Kamala Harris, Sanchez, ce qu'a fait Merkel, toute cette clique, c'est du chantage à la vaccination, au confinement, au masque. Et tu fais ça, je te donne ça. C'est la méthode Al Capone, c'est la méthode mafieuse. C'est pour ça que la mafia fonctionne, parce qu'elle intimide et fait le chantage. Ils ne sont pas très intelligents. C'est juste qu'ils ont compris la nature humaine. Mais là, nous, les Africains, les Arabes, ou les Pakistanais, les Indiens, on n'a rien à perdre. Nous, on va aller casser la gueule de celui qui détient les clés du magasin de blé. Est-ce que c'est ça le plan? Si c'est ça le plan, chapeau les gars, vous gérez. Je pense que vous gérez. Mais si ce n'est pas ça le plan, est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Vous allez avoir le match retour des printemps arabes. Et là, le maréchal Sissi ne va pas pouvoir arrêter les Égyptiens affamés.
Vous verrez le Maghreb. Juste, j'en ai parlé, je crois, hier, en parlant de Ceuta Melilla. Si le Maghreb craque, vous allez avoir les migrants, là, pas à Lampedusa, à Ibiza. Je ne connais pas Ibiza, je ne veux pas mettre les pieds dans cette antre de la décadence de l'homme blanc. Drogue, mauvais sexe, c'est même pas le sexe, c'est le mauvais sexe. Bon, on en parlera un jour. Mais vous aurez Marbella, j'aime mieux Marbella. Même si c'est bling bling, j'aime mieux. Marbella, vous aurez les arrivées à Marbella, mais ça va être la gare du Nord. Hein. Et vous pourrez rien faire, puisque les gens ont faim. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas tirer dans le tas les gens dans la mer. C'est ça qui est en jeu. Si le prix du pain augmente au Maghreb, vous allez avoir des troubles très graves. Et comme disait Mao, nous, on n'a pas l'arme nucléaire, notre arme nucléaire, c'est le peuple. Mao disait ça. Il dit, moi, en 47, 48, plutôt, ouais, enfin 47, 48, 49, il venait de prendre le pouvoir où il allait le prendre. Donc, il était misérable. Et on lui dit, oui, les Américains, ils ont l'arme nucléaire. Il leur a dit, je m'en fous. Il a dit, mon arme nucléaire, c'est le peuple. Finalement, il a eu l'arme nucléaire, mais plus tard, je crois, en 40, je ne sais plus, en 54, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus. Et ben, nous, notre arme nucléaire, c'est le peuple. Hein. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que Madame Lagarde le sait? Est-ce que monsieur bon, BHL, il sait tout. Bon, mais non, je pense... bon. Est-ce que Madame Hidalgo le sait, ça? Est-ce que Madame Pécresse a compris ça? Est-ce que Monsieur Le Drian a saisi ça, ce qui est en jeu? Parce que quand tu dis boycott du gaz russe et du pétrole russe, c'est ça qui est en jeu. C'est ce qui se passe. Demain, ils débarqueront à Nice. Hein, on est à côté. Le vent, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, même sans moteur, on peut faire le Alger-Marseille en 4-5 jours, sans moteur diesel. Ça s'est déjà fait, ça s'appelle Barberousse. Les Vandales ont fait ça aussi. C'est pas, je ne suis pas là en train de faire des martiens, je ne parle pas d'une invasion spatiale. Sans compter le prix humain de ces printemps arabes, parce que là, les peuples, ils ont été déniaisés. En 2010, il y avait encore un peu de décence, c'est-à-dire que les jeunes, ils étaient violents, ils étaient affamés, ils étaient désespérés, mais il y avait encore un peu de respect pour les anciens. Là, 10 ans de Netflix sont passés par-dessus, 10 ans de pornographie et de Daesh, c'est-à-dire que les gens, ils ont été désinhibés. La pornographie leur a appris à détester les femmes, à en faire des objets à violer. Qu'est-ce que c'est que la pornographie? Made in Occident, parce que la pornographie est synonyme de l'Occident. C'est le viol des femmes mis en scène. Et là, madame, je ne sais pas qui, là, le printemps des femmes, là, madame, je ne sais pas quoi, je n'entends pas la gauche française, ou Greta, ou Amnesty, ou les Femen faire des raids dans les studios de pornographie. Je ne vois pas ça. Non. C'est vraiment ils nous prennent vraiment pour des cons. Enfin bon, ils ont raison. Hein, ouais. Donc la pornographie les a désinhibés par rapport aux femmes. Daesh les a désinhibés par rapport au corps humain, c'est-à-dire que maintenant, découper quelqu'un, l'amputer, le découper en morceaux, c'est devenu un acte comme un autre. Et Netflix leur a appris à frapper un flic. C'est que il y a des tabous. Dans les tabous, parmi les tabous, c'était tu frappes pas les vieux, tu frappes pas les adultes, tu frappes pas ton père, tu frappes pas les flics. Même dans les films américains jusqu'aux années 90, le flic pouvait prendre un tir, mais il n'était pas tabassé à terre. Il ne demandait pas la pitié aux mafieux. On faisait toujours attention pour que le flic, même quand il prenait cher, c'était par l'intermédiaire d'une balle. Là, tu vois des flics se faire défoncer le crâne. Et ça désinhibe. Quand tu vois quelque chose, elle devient licite, elle devient possible. Les choses adviennent avant que tu agis avant d'avoir agi. C'est-à-dire que quand ton voisin se suicide, dans la région, les gens commencent à se suicider dans les 10 prochains jours. Ça, c'est scientifique. La vraie science, pas celle de Gabriel Attal, de M. Véran. Non, la vraie science. Quand il y a un homicide dans une région, les homicides augmentent parce que ça désinhibe. Et là, on a désinhibé les gens automatiquement. Moi, très sincèrement, j'ai une navigation très cool sur Netflix, très, comment dirais-je, très sage, et je vois un homicide par week-end, parce que je vois Netflix le week-end. Je suis un homme de routine. Un homicide, ça veut dire quoi? Ça veut dire 52, je ne sais pas combien il y a de semaines par an. C'est énorme. J'ai vu 52 fois des gens mourir, avec les corps déchiquetés, les crânes défoncés. Enfin,
C'est pas mourir, c'est pas allégorique, hein. C'est comme le porno. Maintenant, il n'y a plus de secret, il y a plus le voile de la pudeur. Maintenant, on te dit comment on découpe Enfin bon. Donc, s'il y a des printemps arabes provoqués par la crise du pain, ils vont être, mais c'est Daesh. Daesh dans les rues du Maghreb, du Nigeria, je sais pas où, moi, d'Égypte. Je connais pas bien l'Asie, mais je pense que l'Inde, le Pakistan, ça doit être pas très drôle non plus. À qui on envoie la facture? Peut-être qu'il faut conclure sur cette question. À qui on envoie la facture? Bon, dans mon cher village de Bhalil, on dit on envoie ça à Dieu. Je vais retrouver l'expression en arabe, elle ne me revient plus. Allah yatkhallas minkum. Que Dieu vous punisse, mais dans le sens de vous tendre la facture. C'est une belle expression. Il y a une sagesse populaire au Maghreb, hein, il ne faut pas la mépriser. Mais malheureusement, entre vous, chers amis européens, et cette sagesse populaire maghrébine, il y a un océan de racailles qui disent Ziva nique ta mère et qui déforme, qui nous déforme par rapport à vous, qui nous déforme, qui nous stigmatise. Parce que nous ne sommes pas des Ziva nique ta mère, nous sommes une vieille culture qui a raté beaucoup de choses, qui a presque tout raté. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous n'avez qu'à voir nos éliges, voir nos palais à Fès, à Tlemcen. Il y a une vieille vie culturelle à Tlemcen, à Constantine, à Ain Mehdi, dans le désert, chez les Tijani, à Kérouan, en Tunisie. Nous ne sommes pas des... Voilà, même si nous sommes des Bédouins, tout ça, il y a de la civilisation. Mais il faut déblayer. C'est comme les ruines à Rome, tu sais, quand tu fais des fouilles archéologiques. Il y a les débris. Les débris, c'est la racaille. Les débris, c'est nos élites politiques actuelles les débris, c'est Moubarak, qui reste au pouvoir 40 ans. Enfin voilà, c'est ça les débris. C'est le effet des Algériens. Mais quand tu enlèves la racaille et les débris, tu trouves des vases cassés, mais en or, avec des belles écritures. C'est encore. Nous sommes encore des Khmers. Voilà. Bon, à demain. Je repose la question, à qui allons-nous présenter la facture? Et si vous avez la réponse, dites-moi quand. Je vais essayer, donc là, cette vidéo passera jeudi, je l'enregistre mercredi soir, elle passera jeudi. Vendredi, si tout va bien, Inch'Allah, on fera, si vous le voulez bien, une tentative de live. Je ne suis pas très bon en technique, on va essayer de faire un live, disons 16h heure de Paris sur YouTube. Voilà. Appelez vos amis, partagez cette vidéo, soyez nombreux, on pourra comme ça interagir. Et voilà, ça me ferait très plaisir. Partagez cette vidéo, achetez mes livres, puisque je ne suis pas, moi, payé par la redevance, et je ne pense pas qu'un jour je sois invité sur France Télévisions avec ce que je viens de dire dans cette vidéo, ni par les équipes de France Inter. Je pense que je rejoins le goulag. Je suis bon pour le goulag. Bon, si vous avez des amis chez Poutine, dites-lui que je ne veux pas aller au goulag sibérien, il fait trop froid. Mon goulag est latin, tropical. Allez, trêve de plaisanterie, à vendredi.